Bienvenue dans le cadre de cette conférence sur l'influence réelle et supposée des votes des personnes âgées à la veille des élections présidentielles 2022. Pour votre information justement et en attendant les quelques retardataires, je tenais à vous informer que le Gérontopole organise et anime aussi d'autres événements dont certains sont ouverts à tous. Je vous invite d'ailleurs à consulter tous nos événements sur notre site internet. Je vais vous mettre le lien juste après. Dans la partie conversation, simplement vous indiquer qu'à titre d'exemple, le Gérontopole va ouvrir 2 nouveaux ateliers collaboratifs des adhérents, donc nous, ce qu'on appelle les collabinov, dont un porte sur la mobilité des aînés et l'autre portera sur la mise en place de solutions robotiques, pour les professionnels. Voilà, donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaitez travailler en toute collaboration avec d'autres acteurs ligériens, vous êtes les bienvenus. Le 3 mars également, j'aurai le plaisir de vous retrouver à l'occasion du prochain café des adhérents, avec les béquilles du cognitif qui vous présenteront leur solution qui s'appelle Annie et qui est une innovation dans la relation aidant-aidé. Pour assurer le confort de tous sur cette visioconférence et au vu du nombre d'inscrits que vous êtes, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à nos événements. Je vous inviterai donc à couper votre micro et votre caméra quand vous ne vous exprimez pas. Et pour finir sur l'aspect purement logistique, je vous informe que cette conférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver prochainement sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous mettrai les liens juste après. Dans le cadre donc de cette conférence ce soir, on a le plaisir d'accueillir Michael Blanchet, qui est docteur en géographie sociale et chercheur au Gérontopole des Pays de la Loire. Et parmi ses nombreuses autres casquettes, Michael est aussi chercheur associé à l'Université d'Angers et président de la commission population du Comité national français de géographie. Ça Ah, envoie, ça Mika. Ceci étant dit, Michael nous fait donc le plaisir ce soir de nous interroger sur l'action de vote de la personne âgée. Dans quelle mesure finalement ce public influence les scrutins électoraux? Quelles sont leurs pratiques électorales? À travers cet exposé qui est vraiment issu d'entretiens menés auprès de personnes âgées et de sources institutionnelles et de sondages qui sont finalement peu exploités, Michael vous propose de vous interroger surtout et de découvrir les dessous des cartes. Tu remarqueras que j'ai utilisé le terme carte pour un géographe, c'est pas mal. ah, la célèbre Afin, émission. et puis pour finir, Mickaël, je te laisse la parole pour rendre vraiment ce webinaire le plus fluide possible. Ce qu'on vous propose, c'est que, c'est plutôt un temps de questions-réponses à l'issue de la présentation et pour ce faire, on vous invite dès à présent à vous munir d'un papier et d'un stylo et de noter toutes vos questions pour surtout ne rien oublier. Voilà, je te laisse la parole, Mika. Merci à toi. Merci Justine, bonjour à toutes et à tous. Enfin, je me présente ou me représente. Mickaël Blanchet, géographe au sein du Gérontopole, docteur en géographie, chercheur associé à l'Université d'Angers, ça a déjà été dit, puis également, c'est un peu pompeux, mais aussi en charge du Comité national français de géographie, donc en gros l'association qui réunit les géographes au niveau académique, d'une des commissions qui est celle centrée sur la population. Donc voilà, donc avec un pied, très important en termes d'études au sein du Gérontopole, hein, et puis bien prochainement de recherche, et puis toujours avec un pied aussi dans le monde académique. Alors là, je vais vous présenter aujourd'hui, une recherche, hein, qui, heu, qui date, de 2020-2021, qui, a pour but de mélanger différents matériaux, relatifs aux pratiques électorales des personnes âgées. Avec, c'est ça qui est intéressant, au niveau de cette présentation, pour, objectif de voir, comme l'a dit, subtilement Justine, le dessous des cartes, par rapport à ce vote des personnes âgées. De voir s'il existe des nuances, certaines subtilités, par rapport à ce vote, sachant qu'au niveau de l'affichage, au niveau médiatique ou tel qu'il est présenté, on ce qu'on nous dit généralement, c'est que c'est un vote qui penche à droite et que les personnes âgées ont un poids électoral qui est nettement supérieur à celui des autres catégories de population. Donc l'idée, ça va être de regarder ça, de voir le vrai et de voir aussi un peu, au-dessus de ces constats, de voir un peu justement toutes ces nuances, toutes ces, la variété des situations et de voir un peu ce qui pèse dans les comportements électoraux des personnes âgées, mais aussi, par ricochet, et dans les années, à venir,
va probablement, pas avoir lieu, mais vers quelle tendance de fond on se dirige. Donc voilà. Alors, comme je répète, je vous si par rapport aux questions, si vous avez des questions, je vous invite à prendre un stylo et un papier et à les poser à l'issue, de la présentation. Je pense que j'en ai pour une quarantaine de minutes. Hésitez pas, à prendre ces notes et ensuite on pourra rebondir ensemble dessus. Je coupe ma caméra pour les raisons de flux et je vous partage l'écran avec le support prévu à cet effet. Alors, tac. Ça, c'est l'instant technique, hein, c'est alors, hop, c'est bon, ça va venir. Ça se charge. Il est assez lourd le fichier, donc ça devrait être bon. Il y a plein de choses à nous dire ce soir. Ouais, ça bug un peu. C'est bon. On va pouvoir progresser. Hop, Ça c'est charge, parti. mais c'est nickel. Ouais. C'est parti. Tout s'affiche, c'est bon pour vous? Yes, c'est OK, C'est merci beaucoup. parti. Alors voilà. Donc on a notre grille de candidats. Bon, sachant qu'il y en a qui, comme on peut le voir sur la fiche, de présentation, certains ont déjà renoncé, hein. Je pense à Philippot, Montebourg, notamment, et donc c'est voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête par rapport à la présentation d'aujourd'hui, l'idée c'est pas de voir, entre guillemets, «de prédire l'avenir», c'est surtout de faire un exercice, d'analyse, tout en veillant justement, parce qu'on est sur une question sensible, on est face à différentes sensibilités politiques, comme on peut le voir sur cette image, tout en veillant justement à être le plus impartial, le but étant pas de prendre parti pour telle ou telle candidature ou tel programme. Ça, je pense qu'il y a d'autres cadres pour ça, c'est pas l'objet. Néanmoins, je pense qu'il serait intéressant justement de voilà, de voir entre guillemets, «d'aborder ces clivages», et ça, on pourra rebondir dans un second temps ensemble. Et donc on est face à ces différents candidats et avec pour, objectif de cette, présentation ce soir, de voir d'aborder 2 questions. La première était de voir dans quelle mesure ces mêmes personnes âgées influençaient-elles les scrutins électoraux? Et notamment, le scrutin le plus important, le plus emblématique, le plus attendu, qu'est, l'élection présidentielle. Seconde question qui, justement castrée dans la première, c'est de voir par rapport à ces pratiques électorales, ces pratiques, ces opinions des personnes âgées, voir un peu par rapport à ces pratiques, qu'est-ce qui révélait du vieillissement de la population de manière plus large? Qu'est-ce que ça révèle aussi des manières de faire la politique? Sachant qu'on a ça c'est tout en filigrane de la présentation, on va avoir 2 forces qui vont s'opposer, se compléter, se conjuguer, qui sont d'une part la population âgée et toutes les spécificités, toutes les ressources qu'elle mobilise, tous les apports. Et d'autre part, heu, les dynamiques, sociales, qui sont plus larges, les dynamiques démographiques plus larges auxquelles elles contribuent et de voir un peu qui influence qui. Et c'est un peu en filigrane la tentative de cette deuxième question. Et avec pour reprendre un peu différentes définitions, avec 3 notions qui vont être importantes dans le cadre de cette présentation, qui est une première définition qui est celle du politique, hein, politikos, qui est justement, relatif à l'organisation, d'une cité ou d'un État et notamment l'exercice du pouvoir. Sachant que, voilà, on va le voir et ça va s'inscrire dans toute la présentation d'aujourd'hui, la manière de faire de la politique, est aujourd'hui interrogée, notamment par une multitude de groupes, sous-groupes ou de manière, sous-jacente par le corps social. La manière de les élections donc dit, la représentativité politique, reste une formule, adéquate, mais de plus en plus, challengée, si j'ose dire, concurrencée par d'autres formes d'expression politique.
On va le voir que c'est aussi un propos qui va être émanant le long de la présentation. Et seconde définition, c'est celle de l'élection, qui est, pour dire, tout simplement, qui est, la désignation, par des électeurs de représentants et qui vont, justement mettre en place, exercer, exécuter, certaines politiques en leur nom. Et ce qui, parfois, c'est ce registre électoral, comme le dit Jacques Rancière, heu, est parfois aussi, source de décalage, de malentendus. Ça, c'est quelque chose qui apparaît, qui affleure énormément. Moins chez les personnes âgées, mais pour l'ensemble du corps électoral, c'est de plus en plus clair. Et puis la troisième définition qui n'apparaît pas là, c'est celle d'opinion. Heu, Depuis les années 2000, hein, sous le modèle américain, je pense à RMC, BFM, ont émergé différentes radios, différents papiers d'opinion, qui sont différents médias et qui, justement sont importants dans la prise en compte dans cette fabrique de l'opinion. Et que cette notion d'opinion, c'est qui est plus large, hein, qui est but de en termes de définition, c'est de s'adosser, de retenir quelques faisceaux, alors de vécu ou, analytiques sur des thèmes politiques comme, je sais pas moi, le nucléaire ou bien même, l'immigration, et d'avoir un avis et de mettre en avant la subjectivité, ses propres émotions. Donc on va voir que ces 3 notions sont intriquées et sont assez importantes et permettent, et c'est ça tout l'enjeu de la présentation, de distinguer, les personnes âgées, vis-à-vis du reste de la population. Alors pour ce que je vais vous présenter, je pense qu'il est important de vous restituer, la méthode et puis les ressources sur lesquelles je me suis appuyé. Alors on est sur plusieurs approches, approche de sociologie électorale, d'anthropologie, de géographie électorale et de sciences politiques. Ça, on est sur à la croisée, de pas mal de disciplines. Alors, contrairement à différentes présentations que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai pas beaucoup de cartes aujourd'hui. J'ai d'autres, ça sera pour plus tard, hem, mais là, j'en ai une, hein, mais bien entendu, mais c'est pas le matériau le plus qui va qui va apparaître. Plus des graphiques ou différentes statistiques pertinentes. Également, en termes de données, je me suis appuyé sur les résultats électoraux de différentes élections, ceux depuis 1981 notamment, que ce soit les législatives, les régionales, les présidentielles, bien entendu, ou bien même les européennes. Donc je me suis appuyé, et ce par bureau de vote et par commune, donc selon les possibilités. Par commune, ça c'est j'ai pu faire ça jusqu'en 1900, pardon, en 2002, voilà. Et les enquêtes participatives aussi électorales de l'INSEE, c'est aussi un autre matériau sur lequel j'ai pu m'appuyer, qui permet justement de mesurer, le niveau de participation, selon toute une série de variables, que ce soit l'âge, la catégorie sociale, l'appartenance géographique et cetera. Je me suis bien entendu appuyé sur différents articles, internationaux, un petit peu anglo-saxons, mais surtout des rapports scientifiques et des rapports de think tanks, des groupes de réflexion. Alors je pense à la Fondapol, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne notamment. Et bien entendu au CEVIPOF qui voilà, qui en termes de ont des axes thématiques sur, la participation électorale, sur les inclinaisons politiques, et les tendances politiques de fond sur lesquelles j'ai pu piocher. Plus original, ça a été c'est, 4e matériel qui est le scratching. Alors, c'est un terme anglo-saxon, c'est comment on va, extraire un peu comme du minerai des données, en ligne, tout simplement. Et donc, c'est là-dessus, je me suis appuyé sur 24 enquêtes d'opinion, de 2018 à 2021 et sur des thématiques, qui sont variées. Donc que ce soit sur la société, l'économique, du sociétal, dans la santé, on a le Covid, hein, donc les différentes formes de démocratie, notamment, quand, on a eu, le mouvement des gilets jaunes, le numérique, l'environnement, ainsi de suite. Et ça a permis justement de créer un faisceau, sur, les pratiques et les opinions des personnes âgées. Sachant qu'on va le voir, si j'ai pu, aussi par rapport à ces enquêtes, les inscrire dans le temps et c'est toute la force du propos. Et puis enfin, dernier point, dernier matériel, ce sont des entretiens sociologiques auprès de 22 personnes âgées de 60 à 70 ans.
Alors, j'ai fait entre guillemets «des primo-retraités», même si à 60 ans, certains étaient en activité, la plupart, étaient retraités et disons que les entretiens se sont déroulés, pardon, avant tout sur l'agglomération nantaise, Rezé, Saint-Sébastien et Nantes, un petit peu sur Angers et en présence et en visioconférence. Sachant que là, j'ai pas visé la représentativité géographique, mais davantage la représentativité, on va le voir, mince, hop, oui, ah oui, attendez. J'ai davantage, voilà, c'est l'échantillon. J'ai davantage visé la représentativité, selon, le sexe, selon le fait, et selon l'ancienne catégorie socio-professionnelle et aussi selon l'auto-positionnement politique, à droite ou à gauche. C'est davantage ces critères-là, sachant que bon, j'ai bien conscience, hein, je peux le dire d'entrée, c'est une limite, hein, j'ai 22 personnes âgées qui ont été interrogées. C'est une bonne base, c'est une très bonne base, mais néanmoins, je pense que c'est à conforter. Heu, Également, et je termine là-dessus au niveau méthodologie, c'est que l'idée, ça va être de tout ce matériel, de justement de produire un article scientifique, pour, après les élections, justement pour conforter ou non les résultats, auprès de la revue, française de sciences politiques, donc avec qui ils sont au courant, avec un projet d'article. Justement, à la fois mêlant tous ces matériaux quantitatifs, hein, toutes ces données brutes et toutes ces données, de terrain. Sachant que par rapport à cet échantillon, l'idée va être, c'est ce qui est convenu avec eux, de faire, quelques visioconférences, sachant qu'il y en a qui sont en couple, pour justement revoir un peu leurs réactions vis-à-vis, du scrutin, passé. Également, je vais pouvoir aussi, toutes les données sont calibrées, là je les ai, pour 2017, pour les élections intermédiaires. Toutes les données qui sortiront, au niveau, du premier tour et du deuxième tour et des législatives de 2022, seront utilisées justement pour, conforter les analyses, voilà. Donc voilà, ça s'inscrit dans une dynamique de recherche. C'est pas encore abouti, mais c'est plutôt dans une démarche et donc c'est un bon jalon que je vais vous présenter et c'est parti. Hop. Avec le sommaire, il est simple, hein, où dans un premier temps, je vais, vraiment vous présenter les opinions des personnes âgées et voir dans quelle mesure elles tranchent avec celles du, reste de la population. De constater dans un second temps que c'est une catégorie d'âge qui participe davantage, au vote et qui vote aussi avec une inclinaison plus forte à droite. Qu'il existe de manière sous-jacente quelques nuances, entre les personnes âgées, que c'est pas tout noir tout blanc, c'est pas homogène. Et de voir dans un quatrième temps, de faire un petit exercice prospectif et de voir quelles évolutions, se dressent, devant nous. Et ce, à la fois nationale, mais aussi internationale. Hop, c'est parti. Alors, premier point, ce sont sur les opinions. Là, je m'appuie sur une enquête. Alors l'opinion, c'est aussi quelque chose de très fluctuant, hein, c'est comme la confiance, toutes ces notions, ça fluctue énormément selon le contexte politique. Et néanmoins, ce qui est intéressant de voir par rapport à ce premier graphique, qui reprend une enquête d'Ipsos Soprasteria de janvier 2022, c'est de voir la différence de préoccupation politique entre, d'une part, nous, 65 ans et plus chéris, et l'ensemble de la population française de 18 ans et plus. Et ce qu'il apparaît concrètement qu'en termes de préoccupation, le système de santé, l'immigration, la délinquance, font davantage objet de préoccupation que des thématiques comme le pouvoir d'achat, l'environnement ou l'inégalité sociale. Là, je pose des constats, je reviendrai ensuite derrière en termes d'analyse compléter pourquoi on en arrive à ce décalage. Également, on continue sur d'autres thématiques. Ah, est-ce que quelqu'un peut couper le micro? Merci, c'est pas grave. Également, si je continue oui? C'est bon, Si je nickel. continue sur d'autres thématiques, ce qu'on peut voir au niveau du système des retraites, également, il y a une attention forte par rapport au financement du système des retraites de la part des personnes âgées. Avec aussi, quelque part, au niveau des enquêtes, que j'ai pu faire de terrain, la question de la revalorisation, la revalorisation des retraites. Également, il y a une attention par rapport au déficit et à la dette publique, par rapport aux questions de terrorisme.
En revanche, et c'est logique quelque part, les questions de chômage ou de système, scolaire donc que ce soit en termes de moyens, en termes d'organisation, donc font moins l'objet de préoccupations de la part des personnes âgées de 65 ans et plus. C'est logique, hein, du fait que on est, la plupart des 65 ans et plus, la grande majorité, heu, n'appartient plus à la période d'activité au sens de l'INSEE, à d'autres formes d'activités moins centrées sur le travail. Donc on est face à ces premières différences et ensuite, hop, voilà, ça c'est une des clés de cette présentation. J'ai pu compiler pas mal de thématiques, comme, sur, je sais pas, des questions par exemple de sondage d'opinion sur, le sentiment, là on peut voir en haut à gauche, à côté du Rassemblement national, sur la question, le fait que la France soit en déclin, sur le refus de la 5G ou si on descend, au fait qu'on soit favorable ou non à l'augmentation du SMIC, là aussi. Hem, Si on voit plutôt, en haut à droite, c'était plutôt favorable à la vaccination obligatoire des soignants et cetera. Donc c'est différentes thématiques qui ont été compilées, qui sont attrait à l'environnement, à la sécurité, à la fiscalité, hem, également, à d'autres thématiques comme la confiance, aux médias, la justice, par rapport à différentes, lois, comme par exemple la loi sur l'assurance chômage de l'automne 2021 et cetera. Donc par rapport à toutes ces des mesures ou des lois, d'inscrire, les populations, comment se situer vis-à-vis de ça? Selon l'appartenance politique, qui est en rouge, et selon aussi, les variables, comme l'âge ou la catégorie socio-professionnelle d'appartenance. J'ai simplifié parce qu'il y avait aussi, le niveau de diplôme, la catégorie, spatiale et cetera. Et donc on a un axe, ce qui est intéressant sur cet axe, je prends un peu le temps, hein, j'en profite, heu, on a 2 axes. Le principal axe, c'est sur la redistribution sociale et économique d'une part, et davantage un néolibéralisme économique d'autre part, qui structure, hein. C'est vraiment là, l'axe majeur, il est là. Bien avant, l'identité et l'altérité qui est le second axe. Et que par rapport à ça, c'est ce qui structure justement les clivages politiques en France et que dans ce schéma, on a vraiment, ce qui était assez spectaculaire au niveau statistique, on a vraiment une «répulsion» entre guillemets, prenez un élastique, et vous le tirez, ou une ficelle, vous la tirez, vous la tirez, vous la tirez et vous avez 2 extrémités d'un côté. Alors d'une part, l'extrémité, c'était, La République en marche et d'autre part, c'était la France insoumise. On pourrait penser que ça aurait été, par exemple, entre la France insoumise, notamment plutôt le bloc de la gauche radicale et le Rassemblement national. C'est pas du tout le cas. C'est davantage entre, la France insoumise et la République en marche, où on a vraiment, voilà le clivage le plus fort, ce qui est ressorti au niveau du millier, d'un peu plus du millier de données que j'ai pu compiler et c'est ce qui était assez spectaculaire. Il y a plus d'accointance entre, par exemple, entre la France insoumise et le RN, et bien même les écologistes et le Parti socialiste, qu'avec, La République en marche. Donc on est vraiment sur ces oppositions et ces contrastes. Là, voilà, on est face à différents blocs. Ce qui nous intéresse et ce qui est le propos aujourd'hui, c'est vraiment de voir un peu, où ils en sont, où nos retraités, nos anciens. Moi, c'était ce qui m'intéressait là-dedans et de voir, de constater la chose suivante, hop, que, les âges que je fais apparaître, on a nos retraités qui sont vraiment proches du point, des républicains, 65 ans et plus et retraités. On voit bien où ils se situent sur cet axe. Donc c'est-à-dire qu'ils sont une proximité, c'est une inclinaison par rapport, au fait d'être pro corrida, par exemple, favorable au pass sanitaire vaccinal, vis-à-vis de la confiance de la police et cetera. Et ça se retrouve, hop, là je fais un petit focus. C'est par rapport à nos retraités qu'on fait un focus avec cette petite jaquette, c'est qu'on s'aperçoit que ils sont davantage aussi nos retraités en termes d'opinion, favorables à davantage d'autorité, qu'il y a
un préjugé, une prénotion, une représentation plutôt, de la fonction, publique comme, un privilège. Qu'il y a ce sont aussi des populations qui sont davantage favorables à la suppression des régimes fiscaux et cetera. Donc on et pareil, par rapport à la confiance, aux élus, à la police et cetera. Donc c'est ça, par rapport aussi à la hausse de l'âge de départ pour les retraites, pour justement financer, hein, ce même système de retraite. Donc on est face à un positionnement qui est quand même, spécifique et qui est proche, bah, de thématiques plutôt conservatrices, plutôt en prise avec, une ligne austéritaire et conservatrice. Néanmoins, et c'est tout ça qui est intéressant, là, on est sur un instantané et que c'est comme dit Kolovald, hein, qui est un politologue qui est assez intéressant, c'est de ce qui est intéressant par rapport aux études d'opinion, c'est de justement d'éviter de se borner à un effet cliché. Ce que je viens de faire est intéressant, mais il est important et même essentiel de le resituer, de manière longitudinale. Le vieillissement, le processus de vieillissement, hein, qui pour tout le monde, c'est, un processus d'épreuve, c'est un processus aussi d'expérience et que ce qu'on va pour au niveau de l'inclinaison politique, ce qu'elle va pas forcément être la même entre 25 et 50 ans et entre 50 et 60 ans et cetera. Ça évolue, c'est fluctuant, c'est important et que les enquêtes d'opinion sont intéressantes, mais sont parfois un peu trop figées. Ce qui m'a, vraiment intéressé là-dedans, c'était de les remettre en perspective, toutes ces assertions. Par exemple et donc, je vais vous présenter différentes thématiques d'opinion, avec en bleu la population totale, le pourcentage, et en orange les 65 ans et plus. Et donc, ce qui est important de voir, c'est l'évolution. Et donc, par rapport à les fonctionnaires sont des privilégiés, on s'aperçoit que les personnes âgées ont davantage cette représentation, mais qu'elle a aussi progressé, d'une manière un petit peu plus, élevée que le reste de la population. Que vis-à-vis de l'immigration, ça a gagné 10 points. Cette hostilité, par rapport, entre 2016 et 2021. Également, par rapport à la confiance aux élus, elle a tendance à reculer en France, et qu'elle a été quand même plus modérée chez les personnes âgées, flèche en orange, de 38 à 40 de 41 pardon, à 38 entre 2017 et 2020, contre 33 à 27 pour le reste de la population. Également, si on regarde par rapport à l'indemnisation, de chômage qui favorise pas le retour à l'emploi qui était intéressant. Donc ça, c'est l'enquête Unédic annuelle qui est l'une des enquêtes les plus complètes au niveau du sondage d'opinion qu'on peut trouver et que donc cette assertion, elle a tendance à être stable au niveau de la population totale, hein, aux alentours de 40 sur 2017-2021. Qu'en revanche, elle a progressé de quand même de 7 points, sur la même période chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Pareil pour le pro ISF, donc il a reculé. Il a eu tendance à être, quasi stable pour le reste pour la population totale, alors qu'il a perdu 7 points, là encore, chez les populations de 65 ans et plus. Donc on est, face à des dynamiques qui vont dans le même sens, hein, quelque part, mais qui sont plus accentuées chez les personnes âgées. Également, ah mince, ça marche ou pas? Voilà. Par rapport à des thématiques plus sociétales, par rapport à la reconnaissance des familles homoparentales, heu, pour la population totale, on était à un niveau assez plus élevé déjà et une légère augmentation. Il y a eu un gros bond chez les 65 ans et plus. Par rapport aux problématiques sociétales, on est face à une plus grande, entre guillemets, «tolérance». C'est ce que note le politologue Vincent Tiberge, par rapport à un indice de tolérance qu'il a produit. Donc contrairement par rapport au discours, je fais une petite parenthèse, par rapport au discours dominant, de la tendance, elle a une hausse de la tolérance, que ce soit au niveau culturel, soit au niveau sociétal, au sein de la population française. Autre distinguo, qu'on peut regarder, c'est sur le sentiment d'insécurité qui est extrêmement intéressant. Il a gagné 10 points pour la population totale
et qui était un peu moins il partait d'un peu plus, loin et qui a gagné, 6 points, chez, les personnes âgées de 65 ans et plus. Donc on est face à quelque chose qui glisse, hein, ce sentiment qui est de plus en plus diffus. Également par rapport à la crise environnementale, donc on parle donc il y a les, voilà, les rapports du GIEC, il y a pas mal de prises de conscience, de mouvements, hein, la marche pour le climat, qui justement alertent. Néanmoins, vis-à-vis de toutes ces alertes, vis-à-vis de toutes ces informations, les personnes, qui ne se sentent pas concernées par la crise environnementale ont eu tendance à progresser entre 2017 et 2020, chez la population âgée, plus 6 points. Donc ça progresse dans certains sens, on va dire. Heu, Également par rapport à l'autorité, donc ça c'est les sondages, donc c'est généralement JDB, qui fait ça, de manière régulière. On était, l'État ne fait pas preuve à cette fonction d'autorité assurée par l'État, cette, violence légitime, hein, dont Max Weber pointe, en début de sociologie, justement, c'est une assertion qui est de plus en plus, affirmée et défendue, représentée par les personnes âgées de 65 ans et plus. On est face à ce sentiment également qui est de plus en plus élevé. Et par rapport aux 35 heures, c'est pareil. On est face à une progression chez nos personnes âgées et de 4 points, mais aussi surtout une progression assez importante au sein de la population totale. Donc on voit en termes de mouvement, ce qu'on peut regarder, c'est que les personnes âgées ou la population totale vont dans le même sens. Néanmoins, il y a quand même des décalages qui sont là, que ce soit en termes de dynamique, où c'est un peu plus radical quelque part, et plus conservateur. Donc et avec des thématiques qui sont pas les mêmes, hein, comme je vous le disais en introduction, par rapport à l'insécurité, que ce soit l'immigration, par rapport à la santé aussi, il y a des attentes qui sont beaucoup plus prononcées. Voilà, par rapport aux études d'opinion, ce qui peut être, intéressant de retenir. Néanmoins, là, je prends 1 minute pour une petite alerte. Il faut vraiment, par rapport à ces sondages d'opinion, il faut vraiment, avoir à l'esprit, qu'ils s'inscrivent dans une construction, politique, médiatique. C'est-à-dire que ce sont des médias, ce sont des instituts, ça peut être des organisations syndicales, des organisations politiques, des think tanks qui, commandent ces sondages d'opinion. Et qui, d'un point de vue bourdieusin, hein, si on peut reprendre Bourdieu, quelque part, tendent à figer et à fabriquer l'opinion. Il faut pas se le cacher, ça, cette dimension-là, elle est présente et que, ça permet d'avoir une mesure, mais ça aussi permet d'administrer une preuve. Ça te permet justement aussi de construire une opinion et c'est aussi tout un peu, toute la veille que je voulais sur lequel je voulais que je voulais pointer justement pour, que vous puissiez bien vous saisir de ces données. On est aussi face à quelque chose, c'est des mesures qui sont ponctuelles, qui peuvent être aussi liées aux événements. Par exemple, des attentats terroristes, on peut faire un sondage d'opinion, juste après, bon, on va avoir des choses qui vont monter en flèche. Pareil par rapport aux thématiques de santé et la crise du covid. Donc il faut vraiment être prudent par rapport à ça et par rapport à cet exercice, sachez que j'ai vraiment essayé d'espacer, par rapport, à certaines lois, les sondages d'opinion. Par rapport aux retraites, par rapport, à la loi, mariage pour tous, de voir, d'avoir un peu de mesure, de prendre des sondages d'opinion qui étaient plus à froid qu'à chaud. Là, c'est plus pertinent. Voilà, fin de la parenthèse et j'en viens aux entretiens que j'ai pu avoir avec les personnes âgées en 2020 et 2021. Avec pour projet, c'était à l'origine, hein, je peux vous le glisser, c'était vraiment de faire un bouquin, davantage plus politique et centré sur l'habitat des seniors, que je vais redispatcher en article scientifique. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est, que les personnes âgées, par rapport au reste de la population, habitent depuis plus longtemps dans leur résidence principale, dans leur quartier. Cette expérience d'habitant, s'étale sur entre 20, 30, 40, parfois plus. Ce qui est pas le cas forcément des classes d'âge de 30, 40 ans. C'est davantage récent, il y a davantage un peu de turbulence résidentielle.
on a davantage déménagé et que c'est ce qui est extrêmement important, c'est le rapport des personnes âgées au quartier qui est entre guillemets une sorte de laboratoire, une sorte d'écran, notamment en termes d'évolution qui va avoir justement, faire l'objet de projections avec la scène politique nationale et c'est le premier témoignage, c'est là où je voulais en venir, c'est, le témoignage d'une femme de 64 ans, je ne pourrais pas dire son prénom, qui nous dit qu'elle en a marre de voir des gens dans son quartier qui ne font rien. C'est avec nos impôts. Heu, c'est un quartier qui était, pavillonnaire, de Saint-Siab à Saint-Sébastien, dans lequel il y a eu différents ensembles, dans les années, 2000, au début des années 2000, qui se sont construits et qui ont bouleversé la morphologie et quelque part la sociologie du quartier et c'était tout le temps, lors de son propos, c'était ça qui importait. Donc le fait que ça bouge beaucoup autour d'elle, c'était non toléré par rapport à son projet de vie et ça fait interférence et ça fait écran avec la scène politique nationale. Pareil, avec le chômage, ce que j'ai pu attendre au niveau des 22 entretiens, c'est, 35 fois le terme assisté. J'ai regardé, j'ai compté, c'est le terme assisté et qu'il y a un rapport par rapport aux masses, aux retraités qui ont terminé leur période d'activité, qui prennent du repos et c'est mérité, il y a pas de problème et qui sont sur d'autres types d'activités, plus bénévoles, plus de solidarité familiale. Et il y a un regard assez, singulier au travail, heu et que, il y a une sorte d'éthique au travail qui est extrêmement forte, ils ont pu acquérir des richesses grâce à leur activité. Ils ont pu, participer, à l'élaboration du pays, les infrastructures et cetera, grâce à leur activité, grâce à leur impôt. Donc il y a une notion d'effort qui est extrêmement forte qui revient, dans leurs paroles et que il y a parfois une assimilation de certaines protections, de certains droits sociaux, par rapport à justement à l'inverse de cette notion d'effort, quoi. C'est-à-dire que c'est en négatif, la représentation qui se produit, qui est générée et donc là-dessus, il y a un il y a vraiment une attente forte vis-à-vis des actifs et des jeunes générations en termes d'engagement vis-à-vis du travail. Et c'est le dernier point, c'est voilà, moi j'ai bossé dès 16 ans, j'ai jamais pris d'arrêt. Bon, bah, ça, c'est à vérifier, hein et dès qu'il y a une difficulté, on arrête maintenant, maintenant les jeunes. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. C'est vraiment la notion d'effort qui est vraiment, mis en avant par rapport à cette génération au niveau qualitatif. À la fois, hein, ce que je vous disais en premier lieu, l'importance du quartier dans le lieu d'habitation sur lequel on s'est implanté, on s'est endetté, toute une vie et puis qu'on a remboursé, on a fait des efforts pour, l'acquérir cette position et puis aussi, deuxième temps, de manière conjuguée, ce rapport à l'effort qui est extrêmement important, notamment vis-à-vis du travail. Également, ce qu'on a pu voir, et ça c'était davantage l'échantillon de droite qui m'a dit ça, c'est une notion d'effort et une notion de propriété et d'habitat. Également, on était plus sur un registre laïque par rapport à un ancien ouvrier qui lui, était, voilà, il pouvait c'est pas la peine de parler de religion avec lui et qu'il ressentait bien depuis, les attentats de 2001, hein, du 11 septembre, un glissement, une sorte de revival des thématiques de religion, quelle que soit la religion et que, ça entre guillemets, il se cabrait quand il pensait à ça. Il pensait que c'était derrière lui, pas du tout. Donc c'est vraiment comment, se confrontent d'anciennes, d'anciennes représentations de cet ouvrier qui s'est construit, notamment sur, un parcours laïque et syndical, avec comment ça rentre en collision avec, un contexte, c'est-à-dire, une recrudescence pas des conflits, mais des malentendus, liés, à la pratique religieuse, aux représentations religieuses et qui sont, en termes de au niveau politique, qui sont en haut de l'agenda à l'heure actuelle, qui sont en haut des discours. Et puis, dernier point, là encore chez une femme de gauche qui habitait dans un quartier plutôt tranquille, où elle avait un sentiment d'insécurité qui était pas dans son entourage immédiat, mais ailleurs, au-delà de son quartier, de sa ville. Et que il y avait beaucoup, de défiance et de méfiance vis-à-vis de l'altérité. Et on verra que c'est pas non plus anodin et que ça ne sort pas de nulle part, en termes de lors de la
lors de la phase des explications. Voilà, par rapport au niveau des opinions, comment, ce que je pouvais vous dire en guise de synthèse. Maintenant, je vais en venir au vote, sachant que les 2 sont bien entendu, sont corrélés et s'additionnent. Avec premier fait, c'est l'inscription et la non-inscription. Alors, c'est l'INSEE et c'est Cordonnier de Sciences Po qui nous dit ça, c'est qu'il y a un décalage entre, d'une part, la population totale en âge de voter qui, aux 3/4 est bien inscrit et les 65 ans et plus qui, eux, à 85 sont bien inscrits. Donc déjà, ne serait-ce que pour se mettre le pied à l'étrier, au niveau de 2017 et à mon avis, il faudra être attentif à ça, il y a déjà un décalage. Il y a déjà une sorte de biais. Il n'est pas énorme, mais c'est déjà le cas. C'est pareil au niveau des mal inscrits. Alors les mal inscrits, ça s'explique davantage par rapport à des déménagements qui sont beaucoup plus, fréquents, notamment, entre 20 et 35 ans. On a déjà cette première base au niveau de l'inscription. J'en viens ensuite à l'abstention. Heu, Là, j'ai pris plusieurs taux d'abstention. Alors, en orange foncé, donc c'est la population totale en âge de voter et en orange clair ou en jaune, pâle, je sais pas comment dire, les 65 ans et plus. Et qu'on voit bien au niveau du taux d'abstention, selon les, heu, selon les élections, que les personnes âgées qu'on voit sur ce graphique s'abstiennent en moyenne moins, quelle que soit, l'élection. Néanmoins, ce qui interpelle, c'est intéressant, c'est que l'abstention, plus on avance dans le temps, c'est aussi, longitudinal, hein, c'est sur 40 ans, l'abstention elle a tendance à progresser et que au niveau, au niveau des législatives de 2017 ou des européennes ou des régionales dernières, on est face à une abstention chez les personnes âgées qui est quand même assez importante, quoi. Quand on regarde, les régionales, vous avez un électeur âgé de 65 ans ou plus, sur 2 qui s'est déplacé pour voter au premier tour. C'était quelque chose qui n'aurait pas été envisageable ou au début des années 2000, clairement. Pour les régionales, du milieu des années 2000, c'était pas quelque chose qu'on a observé. Donc on est face à une abstention qui est moins élevée chez nos retraités, chez nos personnes âgées, mais qui malgré tout suit là encore la tendance de fond qui est, une abstention qui est beaucoup plus forte lors des élections intermédiaires. Et donc ce qui nous fait que quelque part, malgré cela, au niveau du nombre de votants, il a tendance à diminuer. Au niveau de la population, totale de votants, au quand on regarde la colonne tout à droite, c'est le nombre de votants au premier tour des présidentielles de 2017. Heu, C'était en 2007 où on a eu 41 millions de votants, donc lors du duel Sarkozy-Royal notamment et que ça s'est, un peu tassé avec, avec le temps, notamment en 2012, puis également en 2017 et donc ce qu'on peut s'apercevoir par rapport à ça, c'est qu'en parallèle, le nombre de personnes âgées en âge de voter, enfin qui ont voté pardon, qui sont exprimées, a lui, dans le même temps, progressé. On est face à 2 dynamiques qui sont opposées et donc ce qui m'a permis, en filigrane, de calculer le poids électoral des personnes âgées de 65 ans et plus. En recoupant le nombre d'inscrits de 18 à 64 ans, au taux d'abstention des inscrits âgés de 65 ans et plus et sur la population, des inscrits de 65 ans et plus, sur le taux d'abstention selon, ces mêmes, tranches d'âge, le tout multiplié par 100. Bon, au-delà du calcul, hop, mince. Ce qui est important de voir, c'est, le poids électoral en pourcentage des 65 ans et plus. Sachant qu'il est important de dire à l'heure actuelle que les 65 ans et plus, représentent, un peu plus, un petit peu moins, un peu plus pardon, d'un habitant sur 4, voilà. Donc, soit entre 20 et 25 selon les régions de la population. Et donc ce qu'on arrive, c'est qu'au niveau des régionales, quand on regarde tout à droite, on a
quasiment la moitié de l'électorat, hein, au premier tour des régionales, qui avait 65 ans et plus. Donc, c'est une population qui, à l'occasion des élections intermédiaires, double son poids démographique, double son influence. C'est pareil au niveau des européennes et des législatives. Et, euh, et néanmoins, on s'aperçoit qu'au niveau des présidentielles, c'est quand même un peu plus tempéré. Leur poids au sein de la population électorale des personnes âgées, voilà, c'était la stat que je voulais dire, c'est 27%. Donc c'est 27% des personnes, des Français en âge de voter, ont 65 ans et plus. Mais quand on regarde ceux qui ont vraiment voté lors du premier tour, on est face à plus 14%, et donc un poids électoral qui est nettement augmenté. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir. Et quand on le remet en perspective dans le temps, on s'aperçoit que euh, le poids électoral, il y a une surreprésentation des personnes âgées d'un point de vue électoral, ça c'est clair. Depuis 1980, c'est assez observé. Néanmoins, c'est un poids qui a tendance à augmenter de manière très prononcée. Plus 9% euh, en 2002, plus 7% en 2007, en 2017, et maintenant on en est à plus 14%, et à mon avis ça va aller croissant. C'est aussi ça qui va être intéressant d'observer. C'est un poids électoral qui a tendance à augmenter. Et c'est pareil au niveau des catégories socio-professionnelles supérieures ou des très diplômés. Ça, c'est le premier. Deuxième point, c'était donc cette participation électorale qui est un poids électoral qui est plus important que les autres classes d'âge, nettement. Et troisième point qui est intéressant au niveau, c'est le vote exprimé par les 65 ans et plus au niveau différentes élections. Et donc, on a en rouge l'extrême gauche, la gauche radicale, la gauche du gouvernement, le centre, la droite du gouvernement, droite radicale, extrême droite. Et donc, on a, ce que vous pouvez voir, différentes élections, législatives 86, présidentielles 88, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours un décalage entre les personnes âgées d'une part, par exemple pour les législatives de 1986, on a 17% de votes exprimés de plus chez les 65 ans et plus en faveur du candidat de droite. Et donc là-dessus, c'est la couleur bleue qui est avant tout positive à travers ce graphique, qui est exprimée. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre la rémanence, hein, de ce vote, de cette inclinaison politique, de ce vote à droite des personnes âgées. Et qui a tendance, et c'est ça qui est assez fort, quand on voit les élections présidentielles de 2017, hein, qui est vraiment le laboratoire d'analyse politique le plus important, puisque c'est là où il y a le plus de participation, où il y a le spectre politique, entre guillemets, le plus large. Et que on s'aperçoit que c'est davantage le vote Fillon qui a été plébiscité par les personnes âgées, alors qu'à l'inverse, le vote Mélenchon, Hamon, ou bien même le vote Marine Le Pen, Dupont-Aignan a été un peu relégué au second plan, clairement. Donc ça, c'est à mon avis une chose qui est importante d'avoir en tête, c'est ce décalage qui est tout le temps présent. Et quand on regarde plus précisément au niveau du poids électoral des 65 ans et plus, selon au premier tour des présidentielles de 2017, on a un poids électoral qui est à 40%, et que on peut voir au niveau de l'électorat de Hamon-Mélenchon, 18% étaient des personnes âgées de 65 ans et plus. Macron flirte avec la moyenne du poids électoral des personnes âgées sur l'élection. Fillon, on l'explose. On est à plus 18 points. Et pareil, pour Le Pen, Dupont-Aignan, on est face à une sous-représentation des personnes âgées dans l'électorat de ces deux candidatures. Donc on est vraiment face à voilà, une inclinaison à droite et une ouverture aussi un petit peu au centre, on va le voir. Là, en l'heure actuelle, ce que j'ai pu voir et ce que j'observe, ce qui est assez intéressant, c'est les intentions de vote. Alors, s'il y a une diapositive qu'il ne faut pas retenir, c'est celle-ci, entre guillemets. Il faut être prudent. Voilà. Le mois de mars arrive, on n'est pas à l'abri de certaines surprises
d'affaires, et cetera, donc rien n'est fait. Concrètement, rien n'est fait. Sachant que j'ai bien mis en encadré en haut à droite, on a entre 35 et 40 des personnes sondées qui ne sont pas sûres de leur choix. Donc les sondages d'opinion tels qu'ils sont, exprimés, ou affichés, médiatiquement, voilà, nous disent une chose, intéressante, une tendance de fond. Néanmoins, il y a toujours un décalage, toujours un différentiel avec, les résultats finaux, notamment lors des présidentielles. Et que par rapport à ces intentions de vote, on est toujours face à une répulsion, là, si on le regarde, hein, du vote France insoumise, PCF, même s'il y a une petite sympathie, pour Roussel. Bon, on va voir si ça va continuer. Également, pareil pour Taubira, Jadot, Hidalgo, donc la gauche dite de gouvernement, on est face à voilà, moindre participation, une moindre inclinaison des personnes âgées par rapport à ces candidatures. Un soutien médian, moyen vis-à-vis de la future candidature d'Emmanuel Macron. Heu, un soutien plus élevé et plus massif pour la candidature de Valérie Pécresse. Également pour Le Pen, toujours cette répulsion, donc c'est-à-dire, des personnes âgées qui sont au final assez peu enclins en moyenne à voter, pour Marine Le Pen. En revanche, et ça c'est la nouveauté, des personnes âgées qui sont beaucoup plus sensibles, hein, au discours, aux propositions de la candidature d'Éric Zemmour. Donc c'est pareil pour les c'est pas uniquement propre aux personnes âgées, on l'observe aussi pour les catégories socio-professionnelles, supérieures et pour une partie des très diplômés. Donc on est, voilà, on est face à ce panorama, c'était bien de voilà, de le mettre, en guise de jalon, mais bon, il est probable que ça évolue. Alors voilà, ce qui était intéressant, c'était, bon, ça date d'1 an et demi quand même. C'était de resituer un peu les discours et que par rapport à ça, l'effet répulsif, de Mélenchon était, assez manifeste chez notamment les électeurs de droite, mais aussi d'une partie des électeurs, de retraités, que j'ai interviewés, qui s'auto-positionnaient à gauche, où 3 sur 5 étaient, ne pouvaient pas avoir sa figure. Donc c'est lié aussi à l'histoire du parcours politique, du leader de la France insoumise qui lui est passé par le Parti socialiste, a fait scission et a créé un mouvement, concurrent, donc il y a aussi de ça. Hem, d'autres, voilà ce que je disais, hein, par rapport aux opinions, hein. Ça se rejoint, c'est par rapport au second témoignage, une inclinaison, pour le candidat de droite parce que par rapport à des valeurs comme celle de l'effort, par rapport, notion de mérite et cetera, par rapport à l'ordre, c'est des choses l'autorité qui revenaient. Et puis, plus nouveau, hein, c'est ce que je disais par rapport à la candidature d'Éric Zemmour, qui rebat quelque part, les cartes, c'est, par rapport à l'immigration, rapport, à l'altérité et aux personnes, immigrées qui, notamment, avec une appréhension de voir ces populations, s'installer et changer, la morphologie de la société et du quartier surtout. Donc tout ça s'inscrit dans des événements, hein, si c'est ça qui est important, la crise des gilets jaunes, le Covid, le scandale Orpea et ce qu'il faut voir en arrière-plan, c'est que par rapport à ces votes, il y a 3 facteurs qui sont importants. C'est l'identification au candidat et donc là-dessus, hem, voilà, des figures, de calme, d'autorité sont plus recherchées chez les retraités. Également, parfois même de jeunesse, hein, on l'a vu avec Emmanuel Macron. Également, il y a aussi la conjoncture qui va permettre, par exemple, ce que je disais, les mouvements des gilets jaunes et cetera, ou bien même la crise sanitaire qui influencent aussi le vote. Et puis aussi, il y a quelque chose de très rationnel au point de vue, au niveau du vote, hein. On est quelque chose, de très rationnel, c'est au niveau de la fiscalité, notamment du niveau de vie économique. Où là, faut bien voir la chose suivante, c'est que les 3 quarts des personnes âgées ont une maison, ils ont un niveau de supérieur qui est beaucoup plus, qui est élevé, par rapport au reste de la population. Même si c'est frites et que c'est à discuter, ils ont, aussi en termes de capitalisation, on est entre 900 et 1 000 milliards d'épargne des retraités au niveau national. 90 des actifs français sont détenus par des retraités.
On a une surreprésentation, des retraités parmi la population qui détient une résidence secondaire. Donc voilà, c'est concrètement, c'est ça qui joue aussi. Ceux qui se mobilisent le plus, ce sont, ceux qui détiennent du capital, les plus diplômés et aussi et de ce fait, aussi les retraités. Donc les retraités là-dedans tirent leur épingle du jeu. Aussi par rapport à l'inclinaison par rapport à des thématiques sécuritaires, il faut bien voir aussi, la chose suivante, c'est pas tout noir tout blanc. C'est que vous avez voilà, je retrouve la stat, au niveau des une surreprésentation des personnes âgées, qui ont été cambriolées par rapport au reste de la population. Vous avez 35 des 65 ans et plus qui ont fait l'objet d'un cambriolage dans leur vie. Dans les, dans les 10 années auparavant, le sondage pardon, contre 23 pour le reste de la population. Donc c'est aussi des populations qui sont ciblées. C'est pareil au niveau du harcèlement téléphonique, au niveau du harcèlement commercial, c'est des choses qui revenaient souvent, au niveau de la défiance, et donc c'est un facteur qui est à prendre en compte. Un autre facteur qui est à prendre en compte, c'est aussi la foi, je veux dire la référence à une religion. 70 des personnes âgées, se disent catholiques, avec, 20 de qui sont assidus aux messes, aux différentes cérémonies. Donc il y a un attachement culturel, un attachement religieux aussi qui est là, qui est sous-jacent et donc qui est important de prendre en compte dans l'explication, du vote, à droite et aussi de la dynamique, bon qui est légère mais quand même, des retraités en faveur du candidat Zemmour. Également aussi, autre chose qui peut, expliquer cette inclinaison, c'est la construction médiatique, hein, tout le temps, où on a, 4 heures, les personnes âgées passent un peu plus de 4 heures en moyenne devant la télé. Ils sont pas mal consommateurs de chaînes d'infos en continu ou de talk d'opinion et alors que le reste de la population a tendance à pas regarder les mêmes créneaux horaires, les mêmes types d'émissions et davantage à diversifier ces types d'informations. Voilà et donc c'est sur là-dessus, c'est ce qui explique ces valeurs et donc dans quel, ce qui est important et ce qui est de voir, c'est qu'on est face à ces tendances de fond chez les 65 ans et plus. Vous me direz, mais c'est évident et c'est important de le dire, les 65 ans et plus, c'est une catégorie de population, c'est borné par des âges, c'est pas homogène. Les personnes âgées, sont pas homogènes entre elles, d'autres références, d'autres appartenances, d'autres conditions de vie et cetera. Et donc, on va retrouver derrière quelque part des nuances entre les personnes âgées au niveau électoral. Avec une abstention, et ça c'est un fait qui est peu connu, hein, qui est peu relaté. Quand on regarde les classes d'âge, par classe d'âge, les personnes qui s'abstiennent aux 2 tours lors du plus, c'est pas les jeunes, c'est les 80 ans et plus. Ce sont les 80 ans et plus. Vous avez quasiment un tiers des 80 ans et plus qui ne se déplacent pas aux 2 tours des élections présidentielles, pour différentes raisons. Ça bat en brèche entre guillemets, le fait que, bah, tous les vieux vont voter. Non, 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 c'est faux. Au-delà à partir de 75 ans, voilà, c'est un peu plus délicat, pour aller se rendre, au niveau des bureaux de vote ou pour faire cette démarche où il y a plus de déprise, plus de distanciation et ça va jusqu'à 42 ça apparaît pas sur le graphique, chez les 85 ans et plus. Donc c'est voilà, il y a un enjeu de citoyenneté aussi quelque part derrière, et que la participation, âge, avancée en âge n'égale pas participation accrue aux élections. C'est faux. On s'aperçoit que c'est davantage les catégories autour de la retraite qui se mobilisent le plus et même aussi en période d'activité, les 50-54 ans. Donc c'est voilà, ça c'est une première analyse qui me semble intéressante de voir et là vous voyez, la médiane, tac, voilà l'animation. Au niveau du vote senior, lors des premiers tours du présidentiel de 2017, on a un distinguo entre les, 60-70 ans et les 70 ans et plus, où on s'aperçoit que les 70 ans en bleu foncé se sont davantage prononcés, pour les candidatures, de la gauche, Mélenchon et Hamon, ou bien même, Le Pen et Dupont-Aignan. À l'inverse, 70 ans et plus qui sont vraiment focalisés sur, le vote en faveur de François Fillon. Donc on s'aperçoit que
les nouvelles c'est ça aussi là où je veux en venir, c'est que les nouvelles générations celles qui sont proches de la retraite, les primo-retraités, les pré-retraités aussi, heu, sont participent beaucoup, mais sont moins se penchent davantage vers des votes, plus radicaux, que ce soit à droite ou à gauche, et que la fidélité, la loyauté vers les candidatures de droite tend à s'estomper. Un fait important. Donc le vote à droite, pour l'instant, il est là, il a encore quelques beaux jours devant lui, mais rendez-vous dans 15 ans, je pense que ça va évoluer. Heu, donc on a une intermittence, hein, du vote qui gagne les seniors. Heu, il y a une plus grande versatilité en politique, hein. Ça dépend des fonctions, enfin, ça dépend, pardon, des candidats, ça dépend des thématiques qui sont portées, par ces mêmes candidats. Typiquement ce que fait Zemmour autour de l'immigration, c'est quelque chose qui parle, qui est au niveau culturel, qui parle, et donc en termes d'attraction, bah, ça lui profite. Heu, donc voilà, je passe sur ces diapositives parce que je vois que l'heure tourne, il faut que j'avance. On verra au niveau des témoignages. Également, en termes de nuances, hein, parce qu'on s'aperçoit que l'âge ne fait pas tout, et que quand on fait une carte, ça c'est issu de l'atlas, de 2017 que j'ai fait. Quand on regarde, le vote projeté selon, les âges et le vote exprimé, mais on s'aperçoit de la résurgence de facteurs anthropologiques. À savoir que les régions, la région Grand Ouest a largement, plébiscité la candidature Macron, et que, la candidature, par exemple, Mélenchon, dans les Côtes-d'Armor, le Finistère ou bien même le centre de la France, ce sont des bassins de gauche, hein, donc ça perdure, quel que soit l'âge, c'est ça qui est important. Par contre aussi, la région Pays de la Loire, on peut le voir, la candidature Fillon, même si c'était ligérien, était beaucoup plus plébiscitée en moyenne. Donc il y a ces bassins et cette notion de bassin politique qui est toujours cohérente, et donc c'est aussi dans le milieu dans lequel s'inscrivent les personnes âgées, le milieu anthropologique, le quartier, qui va influencer aussi leur vote. C'est une interaction. Ils vont pas forcément systématiquement aller à droite ou pour un tel ou tel candidat. Également, selon le comportement politique, on s'aperçoit, hein, ça c'est Vincent Tiberge, une enquête de 2021, qu'il y a une dilatation des formes, une ventilation des formes d'expression politique, et que les personnes âgées, donc avec différentes formes de participation, hein, non-participants, électeurs, protestataires et polyparticipants, et que pour nos personnes âgées, les nouveaux, hein, ceux qui sont nés entre 41 50, 51 60, on a une surreprésentation des polyparticipants. Donc ils font de la politique, mais pas uniquement à travers, le bulletin de vote, que ce soit à travers des conseils consultatifs, à travers le levier associatif, à travers, également, des petites manifestations, voilà, du lobbying, voilà, il y a c'est beaucoup plus, diversifié. J'alerte un point aussi qui est pas spécialement réjouissant, on verra aussi, c'est pas non plus définitif, c'est sur les nouvelles générations, 91 et après, on est quand même, face à quasiment un tiers qui ne participent à rien, qui sont absolument pas intéressés par la vie politique. Alors que bon, malgré eux, ils doivent en faire. Donc c'est pas figé, mais c'est à regarder. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que les personnes âgées, les nouvelles générations ont tendance à avoir différentes formes, davantage, de formes de participation, politique, et plus uniquement centrées sur le bulletin dans l'urne. Tac. Alors pour quelles évolutions? Heu, Ce qu'on peut dire en constat, les choses suivantes, c'est qu'il y a une reconnaissance politique et institutionnelle des personnes âgées qui est beaucoup plus forte. On voyait au niveau des sondages d'opinion, au niveau de la confiance envers les institutions, les élus, la police et cetera. Néanmoins, on s'aperçoit, et ça c'était une diapositive, la différence entre les 60 ans, 60-70 ans d'une part et 70 ans et plus d'autre part, que on s'aperçoit que le vote Le Pen, même on va le voir avec Zemmour, ou bien même le vote envers, la France insoumise, a tendance à augmenter, chez les personnes âgées. Donc, même si le noyau le cœur reste à droite, entre guillemets, néanmoins ça se dilate et il y a une attraction plus forte vers les candidatures, radicales, plus radicales. On a aussi une participation qui est élevée,
pas qui est tout le temps plus élevé que la moyenne, et avec un vote à droite qui est toujours aussi important. Mais c'est des caractéristiques, comme je vous le disais, qui sont en cours d'effritement. On est face à un processus d'atomisation, d'atomisation politique. Malgré tout, ça c'est le quatrième point, malgré, cette intermittence, cette atomisation, l'influence électorale des personnes âgées va être amenée à se renforcer. C'est-à-dire que c'est surtout lié au fait que les moins de 30 ans, les moins de 40 ans, heu, tendance à déserter ce domaine d'action, les élections. Donc leur influence de manière, mécanique, hein, par ricochet, le poids électoral des personnes âgées va être amené à se renforcer. C'est ce qu'on s'est aperçu dans des, heu, des régionales dernières où vous avez un électeur sur 2 qui avait 65 ans et plus. Ça va augmenter. On a aussi face à, ce que je vous disais aussi, une ouverture du vote aux candidatures de droite extrême, d'extrême droite et puis quand même un désintérêt même si, les nouvelles générations de retraités sont un peu plus, ouvertes, pour les candidatures de gauche. Et puis enfin, dernier point, on est face à une demande croissante de nouvelles formes d'expression politique chez les primo-retraités. Ça, c'était, clairement affiché par les retraités que j'ai interviewés et qui me disaient, en long, large et travers, qu'ils étaient, heu, hem, dans les instances de quartier ou bien même dans les bénévoles et intégrés dans le tissu associatif et que pour eux, c'était une forme d'expression politique et qui également, qu'ils n'hésitaient pas à aller voir le maire, à négocier en direct. Ça, c'est des choses qui peuvent s'observer. Donc il y a différentes formes de faire de la politique et ils en sont friands. En termes d'analyse, ce qu'on peut voir, alors ça, c'est je vais prendre le temps. Alors pour expliquer le vote des personnes âgées, il faut d'abord, une part, partir en un des pratiques sociales, spatiales des personnes âgées. Donc ce sont les personnes âgées, sont très solidaires au sein de la cellule familiale. Sont aussi, une posture d'aidant avec les enfants, mais aussi parfois avec les parents qui est extrêmement importante. Et c'est aussi une période où on vit des épreuves, que ce soit le veuvage, ou ce soit même, la perte d'autonomie. Donc c'est aussi, une période où il y a du temps libre, des ressources, un plus grand bénévolat, une plus grande pratique du numérique émergente, une plus grande assiduité télévisuelle. Aggloméré, c'est l'ensemble des pratiques où justement, vont, ensuite, justement forger ces personnes âgées et parfois être en décalage vis-à-vis et 2 point, être en décalage vis-à-vis du reste de la population. Et il y a un décalage qui est quand même assez conséquent. C'est au niveau des trajectoires. Les trajectoires économiques et résidentielles de vie des personnes âgées, dans les années 90 ou même avant, les niveaux d'endettement n'étaient pas les mêmes, l'accès au crédit n'était pas le même. Les durées d'endettement n'étaient pas les mêmes, le taux de chômage n'était pas le même, les instabilités n'étaient pas les mêmes non plus. Donc il y avait moins de divorces et cetera. Donc on est face à des parcours de vie qui sont pas les mêmes et il y a un décalage vis-à-vis du reste de la population. Ce qu'il faut voir aussi en ville, là où sont surreprésentées les personnes âgées, surconcentrées pardon les personnes âgées, c'est qu'il y a la il y a une surreprésentation la plupart des personnes âgées la plupart des personnes qui vivent en maison, 40 des personnes qui vivent en maison en ville, qui sont dans les biens les plus recherchés, sont des personnes âgées, alors qu'elles représentent, 20 de la population. Donc voilà, il y a parfois des micro-rivalités que j'ai pu observer au niveau local, et donc qui posent question. Et donc ces rivalités, ces décalages, il y a un peu de friture, notamment avec les transformations, le troisième point, les transformations sociales et spatiales, qu'on observe au niveau local et au niveau national. Avec une contraction de l'offre de commerce et de services, une plus forte exposition des personnes âgées au cambriolage, à l'harcèlement commercial et cetera, à la sécurité, aux transformations de la vie active, qui font que c'est pas les mêmes parcours, il y a moins de «tolérance» entre guillemets. Outils à ce que je vous disais, mince, je vais y arriver ou pas? À une participation électorale plus élevée des personnes âgées, malgré une intermittence,
électorale croissante et qui est faible aussi, et ça c'est au niveau des opinions, une faible sensibilité vis-à-vis des thématiques, sociales et environnementales. Et donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est, pour finir, c'est que ce processus de vieillissement, on est face à un processus de vieillissement qui affecte nos sociétés occidentales, et il a une influence, et c'est de manière générale. On l'observe, cette tendance qu'on observe pour la France, on l'observe aussi en Espagne, où, les personnes âgées, sont davantage, orientées vers le parti socialiste, et surtout le parti populaire. Et on par rapport à Podemos, hein, qui représente la gauche radicale, bon, totalement délaissé par les personnes âgées. C'est pareil au niveau, du parti conservateur en Angleterre et du Labour, où là, où vous avez, un décalage entre la population jeune, qui était extrêmement active et extrêmement motivée par, Jeremy Corbyn, et alors que les personnes âgées étaient réfractaires, à sa candidature. Donc, voilà, on est face à ces décalages qui perdurent et qui se renforcent. Pareil au niveau d'Italie, où là, c'est davantage le parti des démocrates, Forza Italia de Berlusconi, où 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 les personnes âgées sont plus sensibles au vote de droite. Néanmoins, ils le sont moins par rapport au vote d'extrême droite, qui est celui de Salvini, la Ligue du Nord. À voir dans les années à venir comment ça va évoluer, et ce qu'on peut dire, c'est que, les générations sont pas les mêmes. Les générations de 70 ans et plus sont plutôt stables, plutôt conservatrices. Elles sont remplacées par d'autres, générations de retraités, qui sont plus ouvertes d'un point de vue sociétal, mais qui sont aussi plus, comment dire? Plus sensibles aux thématiques de l'immigration, de l'insécurité, et de l'autorité aussi. Donc, ce qui, à mon avis, va se retranscrire dans des prochaines élections. Donc voilà, donc je préfère pas me prononcer parce que, généralement quand on fait des prédictions, on peut se tr c'est le but c'est de se tromper, donc on verra ça ensuite, après les 2 scrutins des présidentielles et législatives. Voilà, en guise de synthèse, ce que je pouvais vous dire, ouais, j'ai fait 1 heure, je suis bavard, je reste dispo, je réallume ma caméra, hem et je reste dispo, je laisse le PowerPoint affiché si vous avez des réactions, et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Prenez votre temps. Hop. N'hésitez pas pour les questions, pour le coup, soit utiliser la partie conversation, soit lever la main. Oui, Heu, voilà, pour prendre il y a le chat. spontanément la parole. Ou au-delà des questions, peut-être des commentaires, des remarques. Oui, oui, bien entendu. Ou as-tu endormi tout le monde, Mika? Ouais, j'ai une voix grave. Est-ce qu'éventuellement, Mickaël, tu souhaites, transmettre, tes coordonnées mail si jamais les uns les autres n'osent pas prendre la parole? Je sais pas trop comment tu voulais gérer la chose. Oui, 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 c'est possible de laisser les coordonnées mail, il y a pas de problème. Mince, est-ce que je les ai, hein? On le mettra dans le document ou en retour de mail? Ouais, on peut faire ça. Je reste à votre disposition. Et peut-être l'enregistrement? Éventuellement, Thomas, est-ce que tu peux couper l'enregistrement? Ah, une question. Je vous en prie, Ça monsieur. commence. Oui, bonjour, Nicolas Sadiour, je suis à l'ADMR Vendée. J'ai une question sur, les stratégies des partis politiques. Est-ce que ceux-ci, je suppose qu'ils ont aussi fait ce type d'analyse ou d'enquête, et est-ce que du coup, ils mettent en place une stratégie, ciblée pour, comment dire? Attirer l'attention ou attirer les votes des personnes âgées et avoir des discours vraiment très très spécifiques selon, les cibles de population auxquelles, ils s'adressent, hein?
Ce que je peux vous dire, c'est le cas. Ça peut s'observer aussi entre les lignes quand on regarde les différentes interviews, les différentes conférences ou les différentes émissions. Mais néanmoins, l'entrée ne va pas être la même, selon le fait qu'on soit à droite ou à gauche. Les candidatures, par exemple Zemmour, ils sont vraiment le thème d'immigration, et d'insécurité, ils sont vraiment, ils insistent sur le cadre de vie, sur la culture, et donc ça parle beaucoup. Et il le voit bien, notamment à travers une supposée confrontation entre les religions. En revanche, par exemple, pour les candidatures de gauche, on va être davantage sur une entrée sur le financement des retraites, sur les revalorisations des retraites, etc. Donc ça, c'est étudié, mais l'angle d'attaque va pas être le même, selon le fait qu'on soit positionné sur l'échiquier à gauche ou à droite. Mais effectivement, c'est étudié, oui, ça c'est clair. Enfin, ils sont attentifs aux sondages d'opinion, là. Mika, on a un commentaire Oui, évoqué donc dans la diapo 31. Je ne sais pas si éventuellement tu peux revenir dessus. oui. Le commentaire, c'est ce serait intéressant de voir l'évolution dans le temps des mêmes tranches d'âge, exemple les 60-75 ans, la génération boomer. Ben oui, oui, ça, on va voir, c'est ça on l'a pas encore, hein, c'est une étude de Tiberge, là, qui date de 2021. Effectivement, ça va être essentiel de regarder ça, sur quelques années. C'est ça qui compte, hein. Là, si on est face à un instantané, donc c'est intéressant. On voit quand même quelques tendances, mais il faut vraiment voir, entre les générations, comment ça évolue. C'est clair. Heu, et là, pour l'instant, c'est rendez-vous dans 5 ans pour voir où ça en est, hein. Mais clairement, on va vers, une, plus et ça, c'est les gilets jaunes, hein, quelque part, qui l'ont exprimé, vers plus de formes d'expression politique. Quelque chose de plus pluriel, avec, plus participatif. On est face à une horizontalité, du corps social, de la vie politique qui est de plus en plus forte. Et donc de ce fait, comme disait, Rancière, c'est qu'il y a un hiatus avec, la fonction d'élu, quoi. C'est-à-dire on a d'une part en haut des élus qui nous représentent, entre guillemets, et quelque part, c'est là où je veux en venir, qui représentent une minorité, de la population. On regarde statistiquement, c'est le cas. Beh, des attentes qui sont une volonté, un appétit de participation qui est de plus en plus fort et qui n'est pas uniquement, exprimé par des CSP+ ou des retraités, qui concerne toutes les strates de la population. Donc c'est aussi là que, à mon avis, l'enjeu, il est plus que droite-gauche, j'ai envie de dire, il est là. C'est comment on arrive à oxygéner, la démocratie avec davantage d'ouverture politique, et d'expression, politique. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je vous en prie, Patrick, n'hésitez pas à prendre directement la parole, ce sera peut-être plus simple aussi, plus fluide. Oui, Alors oui, ouais, allez-y. oui, je veux bien intervenir. Non, non, mais donc la question précédente, je la faisais. Je pense que ce côté génération boomer, c'est intéressant de suivre les générations et de voir l'évolution. Et de même que le questionnement que j'ai, c'est sur les différences d'un pays européen à l'autre. Est-ce qu'il y a les mêmes tendances ou s'il y a des différences, qu'est-ce qui explique ces différences? Euh, Je pense à des événements récents, enfin des périodes récentes. Par exemple, on voit bien entre l'Allemagne et la France, quelle est l'incidence, par exemple, du mode électoral. La présence de la proportionnelle et des modes de scrutin différents entre l'Allemagne et la France, c'est comme intéressant de voir pourquoi, par exemple, le sujet de l'immigration est très présent en France, alors qu'il n'a absolument pas été présent lors des dernières élections en Allemagne. Le sujet était totalement absent. La logique, vous voyez bien l'influence des modes électoraux Oui, oui. qui fait que dans le pays, ils sont habitués à faire des coalitions
et y compris des coalitions qui dépassent le côté binaire droite-gauche. Ça génère une culture politique qui est différente, et voilà. Mhm. Oui, oui. Oui, ben, je vous rejoins totalement par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, le cadre influence la pratique, hein, c'est le cadre d'expression. Et que d'avoir, entre guillemets, une sorte de chef, de président, avec un fort pouvoir exécutif, et puis même aussi la place, quelque part, avec le passage au quinquennat, d'un parlement, simple chambre d'enregistrement, parce que ça a été le cas là, pose des questions, quoi, d'un point de vue démocratique, et ça influence, ça façonne quelque part. Au niveau du marketing politique, c'est ce que posait indirectement Monsieur Sayour, c'est effectivement, ça va y avoir une influence importante sur la manière dont ben, on va se positionner pour attirer, provoquer ou justement alerter des électeurs sur tel sujet. Et donc il y a différents mécanismes, c'est sur l'envie, c'est sur la peur, sur l'espoir, sur les doutes, sur voilà. Donc et là-dessus, là, l'élection présidentielle parfois peut hystériser entre guillemets les débats. Et donc en termes de débat, on peut avoir des enjeux qui sont relégués en arrière-fond alors qu'ils sont essentiels. Je pense à l'énergie, je pense au logement, je pense à la géopolitique. Bon, c'est des choses dont on n'a pas encore entendu parler, hein, concrètement. Merci en tout cas. Monsieur Bernard, vous aviez une question? Oui, bonjour à tout le monde. Monsieur Bernard, je suis secrétaire départemental de la CFDT au niveau des retraites en Vendée. J'aurais voulu savoir, puisque la CFDT régionale fait partie du Gérontopole. J'aurais voulu savoir si comment est pris en compte le cinquième âge, c'est-à-dire les personnes qui ont qui ont 80 ans et au-delà, et comment on sait que ça va très très vite augmenter cette population-là, et est-ce que politiquement, comme vous dites que les gens ont une opinion qui... Vous avez parlé à un moment que ça allait peut-être changer avec le baby boomer. Mais je me dis, enfin, on pourra constater quand même qu'en 2030, 2040, il y aura quand même une population qui sera au-delà de 80 ans, qui sera quand même importante. Alors, Oui, est-ce que ça pourrait... alors, comment on peut mettre en parallèle ça avec ce que vous avez dit aussi, que au-delà de 80 ans, on vote moins. oui. Je vais en venir, je vois ce que vous voulez en venir. C'est-à-dire comment cette population-là, après, est-ce qu'elle votera pas, et qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Quels moyens on se donne pour que cette population-là vote? Comme on dit que les jeunes ne votent pas, mais on va dans les quartiers leur faire... voilà. Je veux dire, après, il faut aussi... Comment on sensibilise ces gens-là, et qu'est-ce qu'on peut leur donner leurs moyens? Peut-être qu'à cette époque-là, dans 20 ans, il y aura le vote automatique ou le vote électronique. Et alors, puis je vous remercie aussi, parce qu'à un moment, vous avez dit aussi qu'il y a beaucoup de retraités qui étaient bénévoles. Et ça, c'est vrai, on peut le constater Oui, avec c'est une forme d'engagement. beaucoup de gens font de l'associatif, qu'ils soient dans tous les domaines, quoi. Donc voilà, c'était ma question. Merci pour votre réponse. Bah, j'arrive. Alors, par rapport à la stat qui était intéressante, hop, ça doit être celle-ci. Hop, non. Voilà. Vous avez, comme on en revient, 31% des personnes âgées de 80 ans et plus qui inscrits, qui ne se sont pas déplacés aux 2 tours des présidentielles de 2017. Donc c'est quand même conséquent. Là, je l'ai pas mentionné sur le coup, le fait de voter, il y a une forte dimension familiale.
l'espace familial est un espace de débat. Et le fait que le veuvage, la période de veuvage, le fait de rentrer dans le veuvage, est suivi d'un moindre vote, d'une moindre participation, d'une moindre assiduité électorale. C'est le veuvage qui explique ça, essentiellement. Plus que le fait qu'on soit en institution ou que ce soit des troubles, cognitifs, parce que toutes les personnes âgées de 80 ans et plus, la majorité, voilà, elles ont pas 20 ans non plus, mais elles sont pas non plus Alzheimer, ou en totale perte d'autonomie, c'est faux de dire ça. C'est la plus important, ce phénomène de santé, mais néanmoins, elles sont aptes. Et c'est davantage le fait qu'il y ait moins de couples, c'est un acte de couple, hein, le fait d'aller voter, et le fait que le ou la conjointe ne soit plus là, et ça c'est Céline Braconnier qui l'a bien mis en évidence, justement est suivi d'une plus forte abstention. Donc si on regardait au niveau de ces 31 d'abstention, je pense qu'on aurait, entre 80 et 90 de personnes qui vivent seules. Et donc là, c'est là où je voulais dire, et là vous avez entièrement raison, et c'est ça, il y a un ciblage vis-à-vis des jeunes, par rapport à la participation, il y a des campagnes, et cetera, il y a des alertes, des candidats, ça c'est clair. Je pense que il serait peut-être temps de regarder aussi cette tranche d'âge qui constitue les 80 ans et plus, sachant que la majorité vit au domicile et que, ça peut être aussi c'est important à mon avis de leur laisser une place en termes d'expression. Merci à vous pour, la petite question. Alors on a une autre question. Patrick, je vous en prie. Oui, il y a aussi une double particularité. Je suis engagé politiquement, donc on voit bien sur la séquence d'essayer d'analyser, c'est compliqué. Il y a eu d'abord quand même la séquence Covid bouscule beaucoup de choses, premier point. Deuxième point, ce qui s'est passé en 2017, en évitant de prendre parti, mais ce qui s'est passé, quand même l'élection de Macron a bousculé les repères habituels entre la droite et la gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, d'essayer d'analyser et d'essayer donc de prédire, ou du moins d'essayer de voir ce que peut être un résultat sur les prochaines élections, fait que c'est très compliqué. Très bien, enfin, prenez le Libération de lundi qui disait, on voit bien ces électeurs qui se disent de gauche et qui envisagent de voter Macron dès le premier tour, vous voyez bien, enfin, je ne veux pas développer, mais vous voyez bien, ça bouscule, et honnêtement, les grilles d'analyse que l'on avait jusque-là sont beaucoup plus difficilement opérables sur la séquence présente. Mmh. Je pense, alors ça c'est plutôt un autre géographe qui a parlé de ça, c'est un géographe de Nantes, Jean Rivière, qui a fait une analyse, au niveau de 1000 bureaux de vote en France, c'était extrêmement instructive et qui montre que le vote, sur la participation et aussi le vote, notamment au présidentiel, est clairement corrélé, est tout le temps corrélé, à la CSP, selon l'âge, la CSP selon le fait qu'on soit propriétaire ou non, selon le niveau de diplôme, et cetera. Et que derrière, le vote de droite ou de gauche ou de centre, c'est toujours la même chose, et que les clivages perdurent quelque part. Moi, je pense que pour reprendre, une vieille formule, tout bouge, rien ne change. Concrètement, effectivement, l'arrivée de Macron en 2017, ou bien même de Zemmour en 2000, enfin actuellement, justement, en apparence bouscule les choses. Mais néanmoins, au niveau des polarisations et puis du maintien des nouveaux clivages, on est sur les mêmes registres. Concrètement, c'est toujours les mêmes qui le votent de moins en moins. On est face à une accentuation de ces clivages, hein. C'est là où je veux en venir. C'est toujours les mêmes qui, votent, telle manière, hein, les CSP+ vont toujours avoir un candidat, privilégier un candidat, de droite ou même de centre droit. Pareil pour, en fonction de la propriété est extrêmement structurante au niveau du vote, ça c'est toujours un clivage qui perdure.
Donc, quand vous êtes propriétaire, le fait de voter Macron et puis à droite, ça clairement, les probabilités sont multipliées par 3 ou 4. Et inversement, quand on est locataire, on va plus davantage se positionner vers d'autres candidatures. Donc ça perdure. Moi, je serais plus par rapport à la candidature Macron, je pense qu'on verra, ce qu'il en est au niveau du prochain scrutin. Mais, en tout cas, il y aura deux mandats de sa part. Il ne pourra pas aller au-delà. Je pense qu'au-delà du deuxième mandat, s'il y en a un, on retrouvera certains équilibres. Pour moi, c'est plus un effet de conjoncturel et d'opportunité et de stratégie politique, d'une partie, de la gauche, sentant le vent tourner qui a accompagné, une candidature, qui a misé sur une candidature plus que sur une autre. Voilà mais ça, ça pourrait faire l'objet de débat, hein. Merci. On a Madame Etonneau? Je suis désolée, j'ai été coupée à un moment donné parce que j'ai perdu ma connexion internet, donc peut-être que vous l'avez expliqué. Mais est-ce que vous avez eu des éléments d'explication sur le fait que, par exemple, une candidature telle que Zemmour attirait plus finalement les personnes, on va dire, âgées que Marine Le Pen, alors qu'on a l'impression qu'elles sont sur le même segment politique? Oui. Heu alors, au niveau de Le Pen, Zemmour, effectivement, c'est vraiment pour caricaturer au niveau du propos, hem, Marine Le Pen, c'est davantage, les catégories d'ouvriers, d'employés et c'est très régional aussi. C'est le sud, enfin pas pardon, c'est le nord-est. C'est vraiment, les régions, industrielles. Tandis que Zemmour, on est sur d'autres sociologies. On est sur des CSP plus, davantage des gens qui se réfèrent à la pratique, à la religion, et à la pratique catholique, hein, également, on est sur des personnes âgées qui sont, par rapport à différentes thématiques, comme l'immigration, sont davantage, soucieuses de ces enjeux. Par rapport aux enjeux culturels, l'agenda la question culturelle, bon, elle s'est inscrite, à fond depuis, une douzaine d'années dans l'agenda politique, hein. Dire c'était pas le cas quand j'étais ado. On était sur des registres plus classiques, économiques, enfin la laïcité, toutes ces questions-là, c'est apparu depuis le début des années 2000. Donc, on en est là et par rapport au vote Zemmour, c'est davantage les nouveaux retraités qui sont intéressés par cette candidature, hem, qui ont un niveau de vie, pour en partie, qui est bon et dont l'objectif est de le protéger. Parce que derrière, ce qu'il faut voir à travers la candidature Zemmour, c'est une forme d'angoisse. Angoisse, par rapport aux risques climatiques, par rapport aux risques économiques et sociaux qui vont en découdre et justement aux tensions par rapport à l'accès aux ressources, par rapport aussi aux jeux migratoires qui forcément en découleront. Donc c'est l'idée, il joue là-dessus à fond, hein. Heu, il est là, quoi, et ça fait écho, ça fait écho. Voilà, je sais pas si ça vous me direz. Patrick, vous avez une question supplémentaire? Réaction? Non, j'avais dû oublier de baisser la main. Ah d'accord. Il est On va 43, arriver bientôt à l'horaire oui, on qu'on va pas tarder. s'est fixé, à savoir 19h. Est-ce qu'éventuellement il y a une dernière question, dernière remarque? Je pense qu'on a fait le tour du coup, Mika. Ah, je pense pas, mais c'est pas grave et c'est pas le but non plus, on pourrait mais merci en tout cas pour l'attention, j'espère que ça vous a intéressé. On reviendra vers vous avec, l'adresse en tout cas et ah, une main qui se lève. On reviendra avec vous avec, le support et puis, et sachez qu'il y aura aussi une production scientifique qui sera réalisée, donc, au mois de juillet, je pense, juin-juillet
Et ça fera pour une publication, bon, il faut bien compter 1 an, hein, en 2023, au niveau des analyses. Néanmoins, on vous donnera, moi je pense que je pourrais en off vous glisser quelques cartes au niveau des adhérents, ou une liste mail, quelques cartes et quelques enseignements par rapport à ces évolutions. Parce que tout l'objectif, hein, de cette présentation, ça va être de l'inscrire dans le temps et par rapport aux prochaines échéances électorales, savoir un peu où on va, quoi, quelle est la dynamique. On veillera à suivre ces Voilà, c'est évolutions. ce qu'on va veiller à suivre, voilà. Un grand merci, Mika. Un Bah, grand merci à vous, merci aux participants. Ouais. Et on va vous souhaiter pour le coup une très bonne soirée à toutes et tous. Encore Voilà. merci de votre participation et puis au plaisir de vous retrouver sur de prochains événements. Merci à vous pour les retours et puis n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions complémentaires ou qui viennent, voilà, ça peut infuser, on reste disponible et c'est toujours un plaisir de le faire. Merci à vous et surtout bonne soirée.